Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Instant Livresque. Alors, je reviens parmi vous aujourd'hui, ça me fait bizarre, ça fait au moins, sans déconner, je pense que ça fait au moins 15 jours que je suis pas venu tourner. Vous avez eu des vidéos, mais elles étaient montées en amont. Dont le fameux Bouchèvre Tour, depuis le temps que je vous en parlais, ça y est, vous l'avez enfin eu. Alors j'espère que ça vous a plu. J'ai pas eu énormément de retours, mais j'espère que malgré tout vous avez apprécié. Bon, je sais, c'était pas super bien filmé et tout, mais j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Bref, je reviens aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Tout d'abord, ça fait 15 jours que je suis pas venu par ici. Bon, comme tout le monde, j'ai subi l'épisode caniculaire, mais pas que, il m'arrive aussi des petits soucis, enfin pas à moi, mais c'est tout comme. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, la semaine dernière déjà, avec l'épisode caniculaire, il était impossible de monter à l'étage. Franchement, c'était une fournaise. Donc j'avais même reçu des livres que j'ai posés, et ils sont restés au moins 4 jours dans le carton posé dans la pièce. Je ne suis pas rentré. C'était pas possible, honnêtement. Et il m'arrivait des petites misères. C'est l'instant story time. Vous avez vu, j'ai fait un petit effort avec des ouvertures et tout. J'ai eu envie de changer un petit peu. Donc je m'écoute. Storytime, oui, il m'arrivait des petites mésaventures avec Joy. Voilà, alors pour vous la faire courte, il y a quelques semaines, alors j'aurais pu vous dire précisément quand, j'ai pas dit la date, on est le 1er juillet, le mercredi 1er juillet. Donc il y a quelques semaines, je suis rentré du travail et Joy avait du sang au niveau du haut de la cuisse, près de la queue. Je me suis pas inquiété plus que ça, je me suis dit elle a dû se raccrocher quelque part. Voilà, j'ai désinfecté, j'ai mis un petit peu un coup de compresse et tout. Elle n'avait pas mal, ça avait pas l'air assez égratigné, vous voyez, ça m'a pas inquiété. Par contre, quand je touchais, ça faisait comme un petit relief. Et c'était un peu dur. Au début, je me suis dit, c'est rien, c'est juste qu'au niveau de la blessure, ça a enflé, ça va dégonfler, puis c'est tout. Quelques jours après, j'ai vérifié, c'était encore un petit peu dur. Moi, je me suis dit, c'est rien, il y a une croûte. Je me suis pas inquiété plus que ça. Les jours passent, les semaines passent, alors peut-être une, peut-être deux, je ne sais plus exactement. Et je rentre du travail rebelote. Joy saigne. Mais pas qu'un petit peu. Là, c'était franchement une blessure un peu plus conséquente. Et je me dis, mais mince, il se passe quoi? J'ai fait le tour de ma cour. Je fais, mais il n'y a rien qui fait qu'elle puisse se blesser. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est tout. Après réflexion, je me suis dit, bah, je vais me rendre chez le vétérinaire. Oui, alors chez moi, il y a toujours un petit peu de réflexion avant d'aller chez le vétérinaire, parce que le vétérinaire est à 35 km de chez moi. Donc je veux pas y aller pour rien. Et pourquoi, avant qu'on me tombe dessus, je fais ça parce qu'une fois, Joy, elle est montée dans la voiture pour me dire bonjour. Donc, vous savez, j'ouvre la portière, elle grimpe au bord de la portière. Ça remonte à il y a quelques années. Hein. Et en fait, elle a glissé, elle s'est mal réceptionnée, elle est tombée sur sa patte et elle s'est mise elle était allongée par terre, elle ne bougeait plus. Je sentais qu'elle était consciente, mais elle bougeait plus vraiment. J'ai paniqué ni une ni deux, j'ai pris la chienne, on est parti au veto. Arrivé chez le veto, qu'est-ce qu'elle fait? Elle courait comme une folle dans la salle d'attente. Je suis arrivé dans le cabinet du veto, je me suis tapé un peu la honte. Donc déjà, j'en ai eu pour une consultation alors qu'il n'y avait rien du tout. Il m'a juste dit qu'elle avait dû se faire mal sur le coup, comme nous, des fois, on peut se blesser. Et sur le coup, on a une douleur intense qui disparaît. Bref, j'ai eu un peu l'air con. C'est pas très grave, le principal est qu'elle allait bien, bien évidemment. Mais maintenant, je me méfie parce que madame est comédienne. Donc là, je me suis dit, je vais quand même y aller. Ça fait quand même 2 fois. Je sais pas si c'est grave. C'est vrai que ça faisait un peu plus... C'était un peu plus impressionnant, la blessure. Donc, je me rends chez le vétérinaire, et là le vétérinaire se met à tondre la zone où elle était blessée, et là, surprise, surprise, Joy en fait avait un kyste que je n'ai jamais soupçonné sous les poils. Je sais qu'elle en a ailleurs, c'est un chien qui est sujet à des kystes, d'où ses origines, et en fait jusque là, on les surveille avec la vétérinaire, ce que je dis il, parce que là c'était un vétérinaire, moi en général j'ai une vétérinaire. Et elle m'a dit, écoutez, pour l'instant il y a rien de grave, les kystes ne gênent pas, on les laisse. Et là, il était un peu plus conséquent. Faut savoir que j'avais super peur parce que les autres, quand ma veto m'avait dit les kystes, on les laisse, faut savoir que ma chienne vieillit. Et c'est comme nous, quand on vieillit, l'anesthésie, ça devient plus compliqué et le cœur peut lâcher. Donc jusque-là, elle m'a déconseillé de l'opérer. Elle m'a dit, pour l'instant, ça gêne pas et tout. Ça a des endroits où ça grossit pas, ça reste assez statique, on va dire. Donc du coup, il y a rien d'alarmant. Et là, le veto me dit, là, faut que demain matin, première heure, elle se fasse opérer. Il n'y a pas le choix. Le kyste est trop gros. Et en fait, si elle saigne, c'est parce qu'elle a voulu se l'enlever elle-même. Ça devait lui faire mal. Et elle essayait de se l'arracher. Et du coup, pour se gratter, elle a que ses dents. Et du coup, elle s'est percé le truc et elle s'est fait saigner, quoi.
Donc ni une ni deux, moi je pouvais pas le lendemain, je travaillais, donc il y a mes parents qui ont gentiment emmené ma chienne se faire opérer. Moi je lui ai dit au revoir en partant au boulot, je peux vous dire que j'avais les boules, que chez les boules. Je l'ai pris en photo, et franchement je suis parti au boulot, j'étais vraiment pas bien, je me suis dit tout à l'heure je vais jamais avoir ma chienne, mais on n'a pas le choix, c'était vraiment, j'étais au pied du mur quoi. Et c'est tout, et l'après-midi j'appelle, j'étais un petit peu comme ça, et on m'a rassuré en me disant: «Écoute Laurent, s'il y avait eu des soucis avec ton chien, la clinique t'aurait déjà appelé en disant que malheureusement la chienne était partie quoi». Et non, il s'est avéré que tout s'était bien passé, donc l'après-midi je suis allé voir Joy qui s'était transformée en enceinte, vous savez avec je sais plus comment on appelle ça là, sa collerette, mais vous savez ça fait comme les anciens trucs de disques, je ne sais plus, j'ai plus le nom. Et elle allait bien, donc elle est sous traitement. Elle a quand même une balafre de 20 centimètres parce que le vétérinaire a ouvert assez large pour pouvoir enlever le kyste. Pour vous donner une idée, le kyste avait plus ou moins la taille d'un œuf. C'est pour vous dire la grosseur du truc qui ressortait de son corps. Donc c'est tout, on est rentré, et il a fallu donc lui donner des cachets, lui mettre de la pommade, et non, au début lui mettre de la bétadine. Malheureusement, je me suis pris comme un manche parce que moi j'ai pas envie de faire mal à mon chien, donc j'arrive, je le tapote comme ça. Et entre-temps, la petite Maline de Joy, il ne faut pas qu'elle touche à sa cicatrice. Moi, qui est un bon maître, je me dis, je vais pas te laisser la collerette en plastique basique, parce qu'il faisait une chaleur, c'était en pleine canicule. J'ai la chienne, elle va claquer, quoi. Et petit binôme qui est venu, et elle m'a dit, ben moi j'en ai une, c'est une espèce de bouée qu'on met autour du cou, elle fait, c'est beaucoup moins gênant. Mais la Maline, comme elle peut pas se gratter qu'elle a la collerette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se frotte par terre. Elle s'est fait sauter 4 points de suture, elle s'est fait saigner. Chez cette chienne, elle n'aura pas le temps de guérir de sa blessure, je l'aurais tuée avant. Donc, reparti, rebelote, on est reparti au veto. Et là, effectivement, elle s'était pété 4 points de suture. Elle a été soignée, elle a une pommade en plus à mettre. Et si ça continue, la vétérinaire, elle dit, elle sera punie, on lui mettra des agrafes. Donc bref. Depuis, ça va mieux. La collerette, je ne lui mets plus. Elle ne touche pas trop à sa cicatrice. Là, les dehors, je peux lui faire confiance. Je sais qu'elle y touche pas. En plus, il y a une semaine qui est passée, donc ça a commencé à bien se refermer. Je pense qu'au début, ça devait la gratter le temps que les chairs reprennent et tout. Donc du coup, j'avais vraiment d'autres choses en tête, et je peux vous dire que j'étais, moi qui est anxieux, j'étais au stress au maximum. Je dormais à côté du chien, la chienne pleurait toute la nuit parce qu'il faisait trop chaud dans la maison. Elle voulait dormir dehors, mais je pouvais pas la laisser dehors parce qu'elle était sans surveillance. Donc je passais mon temps sur le qui-vive, je dormais pas, je me réveillais, j'avais des poches. Comme ça, je partais au boulot, je dormais au volant. C'était voilà. Tout s'est arrangé, si tout se passe bien, on va envoyer cette vidéo. Dans quelques jours, elle se fera enlever une partie de ses fils, et quelques jours après, on lui enlèvera le reste, et après, ce ne sera qu'un lointain souvenir. Comme vous le savez, je devais me rendre à Créteil-en-Poche jusqu'à la veille ou l'avant-veille. J'ai failli annuler parce que j'étais trop concentré sur le cas de Joy, et j'avais pas envie de la laisser. Je me sentais, ça faisait le gars qui était pas responsable, qui se barre, qui laisse son chien, et au final, bon, j'avais quelqu'un pour me le garder, hein, c'est pas le souci. Et je me suis dit, allez Laurent, vas-y, t'avais prévu d'y aller, t'avais prévu les billets de train, j'avais tout prévu, ce serait dommage d'annuler 3 jours avant, quoi. Donc je suis parti rejoindre les copines Audrey et Céline à Créteil-en-Poche. Pour la première fois, j'ai pris vraiment tout seul le métro. Alors je dis pas que je sais comment fonctionne le métro, c'est pas un souci, mais vraiment tout seul, je l'avais jamais pris. Et je pensais stresser, et en fait pas du tout. Je suis arrivé à la gare, j'ai pas conscientisé la chose, j'ai pris mes billets. Enfin les billets, on peut les prendre avec le téléphone maintenant. Mais bref, j'ai pris le métro, j'avais déjà le chemin avec moi, j'avais prévu le coup sur Google avant. Et je suis arrivé sans encombre à Créteil-en-Poche. Malheureusement, je n'ai rien filmé. Je vous montrerai aucune image parce que j'avais pas envie. Je suis arrivé sur le salon, je me suis dit faut que je filme, faut que je filme, faut que je filme. Et je me suis dit encore une fois, je vais encore, au lieu de profiter du moment, même si je profite quand même, vous voyez ce que je veux dire, faut qu'à chaque fois j'accorde un instant pour filmer. Et puis je me suis dit vas-y, j'ai pas envie. C'est bête parce que c'est pas que je regrette, mais je me dis que d'un côté, j'aurais pu vous montrer, le parc est vraiment joli. Après, Créteil-en-Poche, ça casse pas des mines, hein. Franchement, vous arrivez, vous avez 4 barnums, je crois que vous avez un barnum jeunesse, un barnum graphique, un barnum contemporain, on va dire, et un barnum thriller, et après vous avez quelques petites autres tentes, où ça va être des éditions poche avec des jeux et tout. Enfin, il n'y a pas grand chose, on fait vite le tour. Nous on a fait le tour une fois le matin, on l'a refait une fois l'après-midi. Moi pour les copines, j'ai fait la queue avec eux, pour certaines autrices, elles voulaient des dédicaces. Je vous montrerai tout après. Et, euh, et voilà, et je suis rentré chez moi, j'étais soulagé de revoir mon chien qui allait très bien. Et puis voilà, donc désolé, j'ai vraiment pas pris le temps de vous filmer, même quelques petits plans, j'ai vraiment rien fait. Ouais, j'avais pas un peu la foi. En plus, c'était le seul jour où on retrouvait le dimanche un petit peu de fraîcheur, parce que la canicule, qui n'est peut-être pas derrière nous, qui va peut-être revenir plus vite qu'elle n'est partie, voilà, c'était compliqué.
Bref, donc voilà pour les dernières nouvelles. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse avec vous, il faut que je vous fasse le book haul, un point sur mes livres lus, un point sur le challenge de Laetitia parce qu'on est le 1er juillet, et également vous parler de ma sélection pour le Synesthesia Challenge du mois de juillet, mais également un pile à lire. Voilà. J'avais dit que j'aurais pas de pile à lire, au final il y aura une pile à lire. Autre chose aussi dont je dois vous parler maintenant, je vais le faire là, ce sera fait. J'ai prévu cet été, je suis en vacances la dernière semaine de juillet, la première d'août, et je me suis dit que j'allais me prendre des petites vacances YouTube, c'est-à-dire que il arrivera un moment ou un autre, vous n'aurez pas de vidéo, à moins qu'en amont j'arrive à tout tourner, mais je pense pas, parce qu'après il faut tout monter, ça va être chiant. Donc je pense que cette année, je vais me prendre 15 jours, voire 3 semaines, où la chaîne sera en stand-by, et je reviendrai après. J'ai ça qui me taraude dans la tête depuis un petit moment, donc je le ferai, hein, je pense que vous pouvez comprendre, et je reviendrai en forme, et avec plein de choses à vous dire, parce que j'aurai lu plein de choses, enfin on est zéro, parce que là cette semaine j'ai pas lu beaucoup, je vous rassure. Bref, donc allons-y, on va déjà parler bilan lecture. Donc au moment où je vous parle, j'ai lu depuis qu'on s'est vu 5 livres, je vous ai menti. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que c'était toutes mes lectures de juin. C'est pas vrai parce qu'il en restait encore tout ça. Mais me voilà enfin avec ces lectures. Tout d'abord, je vous avais teasé un petit peu le début de cette lecture, je l'ai enfin terminé. C'est Les Nouveaux Déviants, l'anthologie dirigée par Christophe Siebert et Morgane Cossarieux, Au diable Vauvert. Donc on est sur quelque chose d'horrifique, assez, je dirais pas perché, mais ouais, si un peu quand même. Vraiment, vous savez, je vous avais parlé il y a quelque temps de Nous parlons depuis les ténèbres, qui était un collectif de femmes qui écrit de l'horreur, c'était chez Goether. Et je vous disais qu'il y avait vraiment un bouquet au niveau horreur qui était vraiment varié. Là, c'est encore pareil, mais je trouve que c'est encore vraiment différent. Il y a quand même pas mal d'auteurs assez connus comme Charlotte Bourlard, Sarah Bushman, Morgane Cossarieux, Violaine de Charnage, Vincent Tassi, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses. Et on nous dit derrière, en 17 nouvelles et 17 voix puissantes pour explorer autant de façons de dire l'horreur aujourd'hui, cette anthologie sonne comme le manifeste d'une scène littéraire transcendant les genres. Ni polar, ni anticipation, ni fantastique, ni érotisme, ni avant-garde. Les Nouveaux Déviants sont tout ça à la fois et vont vous secouer. Et c'est exactement ça, c'est vraiment un melting pot de ce qu'on peut trouver au niveau de l'horreur. Et c'est là où on voit que c'est un genre qui est vraiment... faut pas se buter à se dire l'horreur ça fait peur et c'est sanglant. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et ça peut être politique, ça peut dénoncer énormément de choses, prendre parti, mettre en avant des idées, défendre des idées. Je ressors mitigé parce que autant il y a des nouvelles que j'ai vraiment beaucoup aimées et d'autres où j'ai été vraiment hermétique au truc, j'ai vraiment pas aimé. Notamment, j'ai la confirmation, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, Charlotte Bourlard, ce n'est vraiment pas pour moi. J'ai lu L'apparence du vivant, que je n'ai pas du tout aimé, que j'ai même détesté. Je reconnais le talent de l'autrice, attention, mais je n'aime pas ce qu'elle fait. Et là, de nouveau, une nouvelle où je n'ai pas aimé. Charlotte Bourlard, c'est quelqu'un qui va beaucoup insister sur le malaise, la gêne dans ses histoires. Et c'est quelque chose qui va marcher beaucoup trop bien avec moi et qui me met dans une gênance et dans un malaise assez intense. Et je ressors de ces nouvelles assez éprouvées et j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Je trouve que c'est vicieux, je trouve que c'est voyeuriste. Et c'est le but, hein. Mais moi, j'aime pas ça. Donc ça ne me plaît pas du tout. Et il y a quelques autres nouvelles pareil qui m'ont... Alors déjà les nouvelles, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les nouvelles où on essaie d'avoir un univers assez étoffé, assez dense, avec des choses qui leur sont propres, vous savez, assez pointues, c'est-à-dire qu'on va inventer un vocabulaire, on va inventer des monstres, on va inventer des personnes, mais pas dans notre monde, dans autre chose. C'est un truc qui marche pas dans les nouvelles pour moi, parce que ça se fait en 30 pages. C'est énormément d'informations qui arrivent, j'arrive pas à les enregistrer. Et la nouvelle finie, j'ai pas vraiment compris où on était, ce que l'auteur ou l'autrice voulait raconter. Et à chaque fois, je passe complètement à côté. Il y a pareil des plumes qui ont voulu aborder les choses de façon un petit peu singulière. Pareil, au bout d'un moment, je décroche et je finis la nouvelle, mais ça rentre par là, ça ressort par là, j'y arrive pas du tout. Par contre, j'ai découvert, alors j'avais déjà lu Vincent Tassi avec Morgane Cossarieux, mais j'ai découvert Vincent Tassi tout seul. J'ai beaucoup aimé sa nouvelle. Je ne dirai pas de quoi ça parle, parce que sinon je vais vous spoiler. Violaine de Charnage, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi intelligent. Moi, j'adore. Et Christophe Siebert aussi, qui a écrit Métaphysique de la viande, qui est un titre que j'aimerais lire, mais qui paraît qu'il est assez dur. Donc ça fait des années que j'y pense, mais j'ose pas y aller. D'ailleurs, je pense que c'est le même graphiste qui a fait cette couverture.
Et j'ai bien aimé sa nouvelle qui était vraiment dégueulasse. Mais il y en a une qui était un peu perchée, c'était Raphaël Emery. J'ai Machel à sans utérus dans ma palle, faudrait que je le sorte, un de ces quatre, c'est Céline qui me l'avait filé. Je l'ai toujours pas lu, je sais pas où il est d'ailleurs. Mais voilà. Bref, voilà, je sais que dans l'horreur, je n'aime pas tout, mais c'est pas grave, j'ai exploré, c'était vraiment sympa. Et ça ne me choque pas, c'est vraiment à l'image. Alors, Christophe Seber, je le connais pas, mais Morgane Cossarieux, je connais quand même sa bibliographie, je connais le personnage, et le truc un peu barré, un peu machin, ça va bien avec ce qu'elle est, donc je comprends qu'elle ait pu sélectionner avec cet autre auteur ces titres-là. Mais bon, c'est à découvrir, c'est quand même assez. C'est une expérience, voilà, on va dire ça. Ensuite, j'ai lu un petit manga. J'avais lu le premier tome il y a 2 ans, je crois. C'était une campagne que j'avais fait chez Black Box Édition concernant des mangas d'horreur. Ils venaient d'ouvrir une nouvelle collection. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, la collection. Je ne sais pas si elle nom. Est-ce que c'est marqué la collection? Ouais, c'est la collection Hurlement. Donc on est sur des histoires horrifiques. Il y a 4 volumes. Moi j'avais que les 2 premiers tomes, les 2 autres sont sortis un petit peu plus tard. Et voilà, on est sur un style de dessin qui est franchement qui est pas dégueulasse. Hein. Ça reste franchement beau. Là il y a une image, je vais vous la montrer, elle est ici en couleur. Donc voilà, ça reste assez un petit peu rétro. Voilà, ça fait un petit peu ce genre d'image, vous voyez. Bah pareil, genre sort assez mitigé, donc on est un peu sur un style à la Junji Ito dans la narration, c'est-à-dire des nouvelles qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, avec une nouvelle histoire à chaque fois. Je trouve que les idées à chaque fois sont vraiment sympas, par contre je n'aime pas les fins. À chaque fois je trouve que la fin soit je vois pas l'intérêt, soit elle est perchée, soit j'ai pas vraiment compris ce que l'auteur voulait nous montrer malheureusement. Donc je vais pas en dire beaucoup, hein, mais voilà, il y avait le tome 3 et 4, je pense que je les prendrais pas. J'hésite encore à savoir si je vais garder ou non ce manga. Je sais que j'ai préféré le tome 1 que le tome 2. Alors j'ai vraiment pas envie de me lancer sur le tome 3 et 4, du coup vous doutez. Mais bref, c'est lu, c'est découvert. L'auteur c'est donc Noroi Michiru, Noroi, je ne sais pas comment on dit. Il s'appelle Les Contes Noirs. Ouais, je fais vite, hein. Ensuite, comme vous savez, il y a la maison du Héron d'Argent qui a fermé, et qui a fermé. Maintenant, on ne sait plus, parce qu'ils font 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais bref, qui devrait, logiquement, à l'heure actuelle, fermer. On ne sait pas où ça en est, on n'a pas de nouvelles. Et du coup, il y a une autrice qui avait parlé, comme je vous l'avais dit, de son livre qui allait un peu passer à la trappe alors qu'il venait d'être édité, et je l'avais acheté, je vous l'avais montré. Donc c'est Karma, l'âme en guerre de Natacha Rousseau, avec ce magnifique livre, avec un beau petit jaspage. L'intérieur, pareil. Ah, bah j'ai oublié de laisser le marque-page dedans. L'intérieur, pareil, voilà, est vraiment joli. Il y a même des entêtes de chapitres. Voilà, et vous avez des petits zigouillis, vous avez un écureuil en bas et des branches en haut. Voilà, on est sur de la romantaisie. Oui, je n'en ai jamais lu, c'est le premier, je crois. Quoique j'avais lu... Non, c'est pas de la romantaisie, j'avais lu le premier tome de... Enfin, la première partie du premier tome de La Guilde des Ombres, mais c'est de la dark fantasy. J'appréhendais beaucoup, et au final, j'y suis allé, et j'ai bien fait. C'était vraiment, vraiment sympa. On suit l'histoire de l'Athéus, qui est ici, qui vit sur une terre où on devient chaman de père en fils. Son grand-père est chaman, son père était chaman, son père s'est isolé sur une île, enfin il a eu une mission sur une île qui s'appelle Morgrave, et à l'issue de cette mission, il devait revenir et être consacré chaman parce qu'il aurait réussi ce qu'on lui avait confié. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et son fils, donc l'Athéus, lui, à son tour, doit se rendre sur cette île et remplir une mission qu'il ne connaît pas. C'est les esprits, parce qu'en fait, c'est des chamans qui parlent vraiment avec les esprits, donc ils vont parler avec l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, il y a l'esprit de la lumière, enfin bref, ils fonctionnent vraiment avec ce genre d'élémentaux, vous savez. Et il doit se rendre là-bas, et il appréhende un peu parce qu'il va se rendre sur l'île où son père a disparu, il aimerait bien avoir des réponses et tout. Et arrivé là-bas, il va rencontrer une personne qui s'appelle Karma, que vous voyez ici, qui est un être assez froid, les cheveux blancs, qui est pas très aimable. Et la première chose qui va un petit peu choquer l'Athéus en arrivant là-bas, c'est qu'il n'y a aucun esprit. Parce qu'il est en fait régulièrement, il parle avec l'autre monde. Donc il va avoir des messages, des visions. Dans ses rêves, il voit énormément de choses. Et arrivé là-bas, c'est le calme plein, il ne voit rien. Et il va découvrir un petit peu un univers un peu différent du sien, que ce soit dans la faune et la flore, hein, surtout la faune qui est vraiment, encore une fois, avec
des créatures qui sont à moitié mortes, à moitié vivantes, des espèces d'esprits qui rôdent. J'appelle ça des esprits putrides ou je ne sais plus exactement. Et des hommes qui sont barricadés dans des villages et Karma va lui expliquer que tu peux pas rentrer dans un village comme ça, tu risques de te faire attaquer et tout. Et on va avoir un petit peu un duo qui va se cohabiter. Mais l'Athéus va rester méfiant parce que Karma est très bizarre, Karma est très énigmatique, enfin, il y a tout un mystère qui tourne autour de l'île autant qu'autour du personnage. C'est un récit à deux voix, un coup on suit la voix de l'Athéus, un coup on suit la voix de Karma. Et très vite on est embarqué dans l'histoire, c'est bien écrit, je trouve c'est un peu poétique. On sent que l'autrice, elle a un petit peu cette inspiration un peu à la Ghibli. J'ai trouvé. Il y a vraiment, parce que vous savez, normalement, Romantaisie, moi, Audrey m'avait dit, c'est 60% de romance, 40% de fantasy, je crois que c'est quelque chose comme ça au niveau de la recette. Et je trouve qu'ici, ça s'équilibre plutôt bien. Bon, vous doutez, il va y avoir une romance entre les deux messieurs, hein. J'invente rien et je vous fais pas de Romantaisie, hein, vous doutez. Mais à côté de ça, je trouve que voilà, il y avait vraiment une histoire à raconter, il y a vraiment un univers qui est développé. Il y a des trucs qui m'ont fait penser un petit peu au voyage de Chihiro par rapport à un certain personnage, dont je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais c'était vraiment très très cool, on s'ennuie jamais, on tourne les chapitres, on avance dans l'histoire. Alors j'étais pas à fond dedans, parce que je pense que je suis passé, pas vraiment à côté, mais ouais, c'était un petit peu compliqué au niveau de la lecture à ce moment-là, donc j'étais peut-être pas focus à 100%, mais j'ai passé un excellent moment. L'autrice ne nous perd jamais, elle nous décrit les choses et ça passe crème. Donc c'était vraiment, vraiment très très bien et il n'y a pas de scène de smut. Alors ça c'est le bonheur absolu. J'avais peur de ça et il n'y en a pas. C'était vraiment très très cool. Et si le Héron d'Argent n'avait pas annoncé cette mauvaise nouvelle, je me serais jamais tourné vers ce livre, je savais même pas qu'il existait. Et du coup, j'ai pu lire une première romantaisie, et une romantaisie que j'ai appréciée, parce que tout est vraiment très équilibré, il y a plein de mystères, mais vous aurez des réponses à vos questions. Il faut juste se laisser porter. Et ouais, c'était vraiment, vraiment très très cool. Ensuite, j'ai lu un manga qui m'a mis les larmes aux yeux et qui était très difficile. C'est Quand je ne serai plus là de Osamu Yamamoto. C'est édité au Lézard Noir. L'histoire, elle est très simple. Ce monsieur-là est malade. Il est condamné à mourir. Et avant de décéder, il veut trouver une nouvelle famille à son petit chien. Son petit chien qui s'appelle Momo. Voilà. Et du coup, à travers cette histoire-là, on va découvrir un petit peu l'histoire de ce monsieur, l'histoire de sa rencontre avec ce chien. Mais on va également, derrière, dans les thématiques, parler d'isolement, de solitude, de précarité, de choix de vie qui sont pas toujours simples, du manque d'aide aussi, c'est assez compliqué. Bon là, on va être dans la société japonaise, mais il y a certaines choses qui peuvent se refléter à la société de chez nous aussi, française et européenne de manière générale. Et j'ai beaucoup aimé le dessin qui était très joli, même si le monsieur il a une tête un peu carrée, hein, le monsieur il a la tête un petit peu carrée. Mais c'était très sympa, très émouvant sans être trop attiré sur la corde sensible. Ça, c'était vraiment très très cool, parce que j'avais peur des fois que, vous voyez, ce soit un peu trop... Moi, si c'est trop larmoyant, j'y arrive pas. J'ai quand même eu les larmes aux yeux. Bon, il y a des moments où c'est un petit peu... Il y a des facilités. On va pas se mentir. Mais c'est fait de façon à ce que j'ai pas vraiment... J'ai relevé, mais ça m'a pas gêné. Et j'ai passé un excellent moment. Bon, bien évidemment, si vous êtes sensible, que vous aimez les animaux, ça peut être compliqué. On parle aussi un petit peu de la cause animale également, des abandons et tout ça, donc c'était très cool. Je vais assez vite, hein, je suis désolé, mais j'ai encore plein de choses à vous parler, donc je vais pas épiloguer pendant 3 heures. Mais voilà. Et en gros, on va parler de l'amour d'un homme et d'une bête. Donc moi, ça m'a forcément beaucoup, beaucoup parlé. Et pour finir, j'ai fini hier soir ce livre de Philippe Besson, Vous parlez de mon fils, publié ici chez Pocket. C'est la dernière sortie poche de l'auteur. Donc dans cette histoire, on suit le papa de ce jeune fils qui s'appelle Hugo. Et il va nous raconter un petit peu toute la descente en enfer qu'il va avoir avec sa famille. Ça se fera en 2 temps, on sera au présent et on retournera dans le passé. Petit à petit, on va découvrir ce qui s'est passé, mais on va parler de harcèlement scolaire qui va aboutir, parce que c'est dès les premières pages, donc ce n'est pas un spoil, au suicide du jeune garçon de 14 ans. Et le papa va nous raconter comment il essaie de survivre à tout ça et comment tout ça est arrivé, comment lui s'est comporté. Donc ça peut parler à énormément de monde. Ça peut parler à quelqu'un qui s'est fait harceler, même si je trouve que c'est pas vraiment l'angle employé, mais surtout comme à quel point les personnes qui gravitent autour de la personne harcelée sont démunies et ne peuvent rien faire, notamment ici les parents. Ils voient la chute de leur enfant qui ne sait plus quoi faire, qui se renferme,
qui crie pas à l'aide parce qu'il veut le cacher, mais voilà, au final, il est quand même dans une détresse assez intense. Il sait pas vers qui se tourner. On va voir aussi, je trouve que voilà, le côté l'école, comment l'école se comporte vis-à-vis du harcèlement qui est subi qui se passe dans le collège. Et moi, je trouve que Philippe Besson, il arrive toujours. Alors, il a une plume qui est très bien. C'est jamais trop ni trop peu, il en fait pas des caisses. Je trouve que c'est toujours avec une justesse. Ses récits sont toujours très courts, mais il aborde énormément de sujets. C'est assez concis, mais voilà, ça part pas dans tous les sens. Il prend son sujet, il va l'exploiter comme il faut. Moi, il y avait des trucs, à un moment, je me dis, mais ça, il va pas en parler. Finalement, si, il en parle. Donc voilà, il arrive, il dépose son truc, c'est émouvant sans être trop larmoyant non plus, ça prend aux tripes, ça met en colère, ça rend triste, on passe par plein d'émotions. Et voilà, y a rien à dire. C'est très dur, je pense que moi j'ai été ému, mais je pense que quelqu'un qui est père ou mère qui lit ce titre le sera beaucoup plus que moi, parce que vous aurez ce lien, moi je n'ai pas d'enfant, hein. Donc vous aurez aussi ce lien et cette peur que vous pouvez avoir aussi. Si vous avez un enfant qui a subi le harcèlement, ça peut peut-être vous faire remonter des choses un petit peu mauvaises. Donc faites attention. Mais que vous dire, c'était très bien. Peut-être que pour certains, il n'y en aura peut-être pas assez. Mais moi, je trouve que ça fait le 3e livre que je crois que je lis de Philippe Besson. Et je trouve que c'est un auteur qui a cette faculté de vous parler de choses, de ne rien omettre, de faire vraiment une vue d'ensemble sur sa thématique et de le faire en peu de pages. Et c'est net, c'est carré, il n'y a rien à redire. Donc, très dur, mais nécessaire, franchement nécessaire. Il faudrait que les parents lisent ce texte, mais également tout le corps enseignant. Parce que je dis pas, attention, je ne dis pas que tous les établissements scolaires ne savent pas appréhender le harcèlement, mais voilà, il faut faire beaucoup de prévention, et je pense que c'est aussi le but de cette histoire, faire un peu plus de prévention, sinon, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette volonté derrière, et il faut le faire parce que c'est vraiment un fléau, et je pense que même les enfants qui harcèlent ne se rendent pas compte forcément. Il y a aussi ce mécanisme qui est expliqué dans le livre. Enfin bref, lisez-le, c'est vraiment très bien. Et je suis, mais très dur. Voilà. Donc voilà pour les lectures, bilan lecture un petit peu express. Du coup, le mois de juin est fini. On va faire un petit bilan sur le challenge de Laetitia. Alors bien évidemment, comme vous vous doutez, entre la chaleur, mes ennuis personnels et tout, le challenge il est un petit peu raté, hein, on va pas se mentir, mais moins raté que j'aurais cru. Donc si on récapitule, il fallait lire d'abord un livre qui nous faisait envie. Donc moi j'avais lu Vermis, le tome 2, et Michael Jackson, la petite biographie, vous savez, assez courte, This Is It, que j'ai apprécié. Donc ça, j'avais validé cette catégorie. Et après, il fallait faire une activité. Et c'est là, c'était faire quelque chose que tu n'oses pas faire. Donc moi, j'ai dit prendre le métro tout seul. J'ai pas eu le choix, hein, vraiment. Mais j'y suis allé. Et pour me rendre à un endroit qui me fait plaisir, donc à un salon. Donc j'ai un peu pris sur moi. Et du coup, quelque part, je pense à moi. Je dépasse un peu mes limites. Donc pour moi, ça valide la consigne. Deuxième catégorie validée, c'est lire un livre dont le thème est l'écologie ou le voyage. Donc j'ai choisi Karma, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, parce que Karma évoque les animaux, donc je trouve qu'il y a la part un petit peu écologique qui est présente, mais également le voyage, parce que le chaman doit faire un voyage à travers lui-même, et à travers du coup à une autre île, et à tout un périple, parce il a sa mission à accomplir qu'il ne connaît pas, mais qu'il doit faire, et il accompagne aussi Karma pour certains trucs, donc il y a vraiment cette idée de voyage, donc ça fonctionne. Et faire une activité culturelle ou sportive, je suis allé donc aller voir la Vénus électrique avec Petit Binôme au cinéma, donc ça fonctionne. Autre consigne, lire un livre dont le thème te touche. Donc j'ai lu, vous parlez de mon fils, de Philippe Besson, qui parle de harcèlement. Vous savez, j'étais harcelé quand j'étais au collège. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais voilà, ça fonctionne. Et prendre du temps pour une de tes passions hors lecture. Donc moi, en ce moment, je revisionne Buffy. Je suis arrivé à la fin de la saison 4. Je passe un excellent moment. Donc je devais regarder les films, mais j'ai pas eu le temps. Puis je peux vous dire que quand il y a eu les canicules, j'avais pas envie de grand chose. Donc voilà, ça valide aussi. Et la dernière consigne que j'ai validée sur les 6, c'est lire un livre avec l'amitié, l'amour ou la famille comme thème. J'ai mis Naruto, le dernier tome que j'ai lu avec Dorian et Stéphanie. Et passer un moment privilégié avec une personne que tu aimes. Il y avait mon petit neveu et ma petite nièce qui sont venus chez moi avec ma soeur et qu'on a été promener. Donc on a passé un petit moment tous ensemble, donc c'était très cool.
J'aurais raté la catégorie lire un roman feel good et prendre soin de son corps, donc faire une séance de méditation et lire Bande de cinglés, j'aurais pas eu le temps. Et lire un livre en lien avec la nourriture, donc je devais lire Chef, qui aurait validé une catégorie du challenge de Eve, tant pis, je le lirai plus tard. Et il y avait manger un repas sain, bon, ça j'ai fait, donc, mais c'est pas validé puisque je n'ai pas validé l'autre consigne. Donc c'est un petit fail, mais c'est pas grave, on va pas se prendre la tête pour si peu, il y a plus grave dans la vie. Bon, j'espère que je vais pas trop vite pour vous, hein, j'espère que vous suivez, je suis un peu speed, mais je vois le temps qui se déroule et j'ai encore plein de trucs à vous dire. Bon, je veux pas que la vidéo dure encore une fois 1000 ans, le dernier vlog que je vous ai mis durait presque 2 heures, faut que je me calme un petit peu. Bref, nouvelle sélection, on va faire le point sur le Synesthesia Challenge. Alors, pour juillet, la couleur sélectionnée par Adeline est le jaune. Moi, j'ai sélectionné quelques titres. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné de ma bibliothèque. Alors, j'en ai certainement oublié, hein, mais j'ai mis ce qui me semblait un peu évident. Je vais vous montrer ce que j'ai. Ça peut vous aider, peut-être que vous y avez dans vos pales et que ça peut vous donner des idées de le sortir, hein, si vous faites le challenge. Et ensuite, je vous dirai ce que moi j'ai sélectionné, ce que je vais vous montrer ma pile à lire. Alors, dans ce que j'ai sélectionné, il y avait Le Roi en jaune, je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est un classique, d'ailleurs il y a une belle édition qui est sortie chez Calidor, moi je l'avais trouvé en poche pour 1 € il y a quelques temps. Et je l'avais lu suite à un livre de chez Inceptio qui s'appelle Le mystère du Roi en jaune, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Il y a Yellowface qui est sorti chez De Saxus, ou chez Ellipsis. Non, De Saxus, je crois que c'est chez De Saxus. Enfin, comme je vous dis, j'ai pas les noms des auteurs, vous les verrez, je mettrai les infos. Bah, je vais vous dire que les titres que je sélectionne pas, comme ça vous verrez, vous aurez pas de redondance quand je vous présenterai les titres que moi j'ai choisis. Il y a Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux qui fonctionne. Le silence de Denis Léane, ça je me souviens du nom. Qui paraît qu'il est très bien. Il y a Celle qui a tous les dons qu'on a beaucoup vu tourner. Il y a d'ailleurs une suite, je crois. Et c'est tout. Le reste, après, je l'ai mis dans ma pile à lire. Donc voilà un petit peu pour la sélection que j'avais faite. Mais du coup, j'en ai pris d'autres, comme vous l'aurez compris. Du coup, on va faire le point sur ma pile à lire pour ce mois de juillet. Une fois n'est pas coutume, pour ce mois de juillet, je vais lire énormément de choses. Je vous avais dit, non, mais je fais plus de pile à lire. Au final, j'en aurais fait une. Mais c'est pas grave. On piochera là-dedans les choses qui me font envie, donc c'est pas grave. Et puis si j'ai autre chose qui n'est pas dans cette page à lire, ah ben voilà, je lirai autre chose. Tout d'abord, ça c'est sûr que je le lirai, c'est le nouveau tome, donc si ça regroupe le tome 37 et 38 de Naruto que je vais lire dès ce week-end avec Dorian et Stéphanie. On continue du coup ça, et c'est très cool parce qu'on est quand même arrivé déjà à la moitié de la série, donc ça c'est plutôt pas mal. En graphique, j'ai prévu aussi de lire le tome 2 de Mad. Je vous ai parlé du tome 1 il n'y a pas très longtemps. Le tome 2 vient de sortir avec, encore une fois, une petite jaquette lenticulaire, ils appellent ça. Donc je lirai ce tome 2 inspiré beaucoup de Alien, qui a l'air très très cool, que j'ai très hâte de découvrir. Au niveau LC, il y aura une lecture commune, parce qu'après j'ai beaucoup pris de titres par rapport au Synesthesia Challenge, je ne me suis pas fait suer. Je lirai en lecture commune avec Laetitia du point lecture de Galae, Les Murmureurs de Dragon de A.D. Martel, titre que je me suis procuré aux Imaginales, qui est très joli, qui donne très envie. Derrière, on nous dit « Oseras-tu écouter le murmure des dragons ?» Voilà. Alors, je pense qu'on lira vers le 12 juillet. Elle m'avait proposé le 1er juillet, mais bon, on est le 1er juillet et là, j'ai autre chose à lire. Je vais vous montrer après ce que j'ai commencé. Donc, on lira cette petite merveille. J'espère que j'aimerais. Ce sera une découverte avec cette autrice. Ensuite, au niveau Synesthesia Challenge, j'ai mis plusieurs titres qui étaient qui faisaient partie de la liste que je viens de vous lire. Tout d'abord, j'aimerais commencer une nouvelle saga. Est-ce que j'en ai pas assez à commencer ici, mais c'est pas grave. Les semailles et les moissons, le tome 1 de Henri Troyer. Vous savez, j'avais trouvé en bourse livre. J'avais trouvé les 5 tomes. Je ne sais plus d'ailleurs qui me les avait conseillés sur la chaîne. Du coup, je n'ai plus le nom de la personne. Mais ça me fait fort envie. Ça a été écrit il y a un petit moment. Ça a été écrit, je crois, dans les années 50. Si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, en 53. Là, c'est une édition de François Zir de 95. On nous dit derrière les semailles et les moissons, premier volume qui donne son titre à l'ensemble, raconte l'histoire d'Amélie, jeune fille sage, loyale et volontaire, vivant avec son père, le forgeron Jérôme Aubernat, sa mère Maria et son frère Denis dans un petit bourg de Corrèze.
Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu terroir. Moi, j'aime bien cette littérature-là. Du peu que j'en ai lu, j'ai lu notamment Marie-Bernadette Dupuis plusieurs fois d'ailleurs. Ça veut que je n'ai pas terminé, mais bon, bref. Et j'ai vraiment très envie de découvrir ce que ça peut donner et j'espère que j'aimerai. Nous verrons. Ensuite, j'ai choisi un nouveau Besson parce que j'ai adoré le précédent. Celui-ci, c'est Un soir d'été. On va être sur des petits jeunes dans les années 85, une bande de copains, et ils sont 5, filles et garçons. Ils sont sur l'île de Ré, et un soir, il y a un drame qui va arriver, et des années après, il y a toujours ce trauma qui est présent, et je ne me fais pas de soucis avec cet auteur. On nous dit, Philippe Besson écrit comme le soleil frappe un éclat de verre, rendant à la lumière ce qui était brisé. Donc ça va être encore très poignant, je ne me fais pas de doute. Celui-ci, parce que il y a l'une d'entre vous qui m'a parlé qu'elle avait lu Goku il n'y a pas longtemps, sur la dernière vidéo, elle m'a mis ça en commentaire, du coup je lui ai dit, tiens, je peux le sortir. Donc j'ai envie de sortir Mécan, je crois que ça se dit Mécan ou Mécan, je ne sais pas, de Michel Jean. J'avais lu Cocoum, je viens de vous dire que j'avais adoré. Et là, on reprend un élément de l'histoire de Cocoum qu'on va remettre en avant. Donc c'est basé sur des faits réels. Donc Michel Jean parle de son arrière-grand-mère ou de sa grand-mère, je crois que c'est arrière-grand-mère. Donc j'ai très très hâte sur un fait qui s'est passé, notamment, je crois que c'est au Canada. Je sais pas si c'est au Québec, je sais que c'est au Canada, mais je sais pas si c'est à Québec. Bref, très hâte. Ce titre que j'avais acheté il y a longtemps, je crois que c'était en 2019, quand j'étais en stage à la FNAC, qui me faisait très envie. On n'est pas du tout sur un roman, c'est Psychologie de la connerie, de Jean-François Marmion. Je vais vous lire le résumé parce qu'il y a énormément de personnes qui interviennent, notamment Boris Cyrulnik. Alors, on nous dit derrière, un monde sans con est-il possible? La connerie, chacun la connaît, nous la supportons tous au quotidien. C'est un fardeau. Et pourtant, les psychologues, spécialistes du comportement humain, n'ont jamais essayé de la définir. Mieux la connaître pour mieux la combattre, tel est l'objectif de ce livre, même si nous sommes vaincus d'avance. Des psys de tous les pays, mais aussi des philosophes, sociologues et écrivains nous livrent ici leur vision de la connerie humaine, et c'est une première mondiale. Profitez-en. Donc j'ai envie de tenter. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas, mais ça doit être un essai, hein. A l'air, voilà, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'humour à l'intérieur, je ne sais plus. Je pense que c'est une des libraires qui avait dû me le conseiller, je me souviens plus du tout de ses arguments, mais c'est vraiment que je veux le sortir, donc couverture jaune, c'est le moment. Celui-ci aussi que j'avais vu dans une FNAC en étant à la gare de l'Est. J'avais commencé à le lire dans le rayon, je dis ça a l'air d'être bien, je l'ai trouvé d'occasion. Et il est écrit assez gros, c'est Les Papillons Noirs de Maudit. Maudit qui n'est autre que Gabriel Katz, qui se cache derrière ce pseudonyme. Et en fait, ça vient d'une série qui s'appelle Les Papillons Noirs, et dans cette série, le personnage principal écrit un roman, et le roman est ici. Donc un roman aussi ténébreux que romantique, tellement troublant qu'il en devient fascinant, à l'image de ces deux anti-héros torturés. Ces papillons noirs n'ont pas fini de vous hanter. Donc ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis derrière la tête de l'acteur avec écrit maudit, alors que c'est... Voilà, j'aime bien un peu ce côté méta. Donc leur premier crime est un accident, le deuxième, un calcul. Donc on est dans les années 70 et il y a un espèce de couple un peu allumé qui vont se mettre ensemble et faire du dégât. Celui-ci c'est un service presse, il est temps que je le sorte parce que à chaque fois je dis je vais les sortir et je les sors pas, les services presse de Frédéric Livens. Donc là c'est un des derniers qu'il a sorti dans sa collection d'auto-édition. Il y a plusieurs collections, je suis un petit peu perdu. Mais c'est Agathe the Blues, chasseuse de démons. Fred m'avait dit qu'il m'avait présenté, il y avait un côté un petit peu Buffy. Il sait comment me parler et il sait comment me donner envie. Donc voilà, le titre est jaune, il y a la croix jaune, c'est parfait. Donc une jeune fille qui va se battre. Elle est détective privée et elle enquête sur les cas de possession, malédiction, monstruosité diverses. Et dans ses enquêtes, elle peut compter sur Miles, un démon sarcastique coincé dans sa tête depuis un pacte légèrement foireux. Donc voilà, il y a toujours le côté un petit peu décalé et humoristique de l'auteur, donc on peut passer encore un excellent moment. Avec Frédéric, en général, ça se passe très bien. J'ai décidé de mettre encore une fois un petit recueil de nouvelles. Dernièrement, j'en lis un à chaque mois. Je lis une nouvelle avant de lire mon roman en cours. Et ça passe plutôt bien comme ça, au fil de l'eau. J'en ai plein dans ma palle en plus. Donc j'ai choisi Civilisation perdue des éditions Luciférine, parce que j'en ai plein dans ma palle. On va revenir sur des nouvelles liées aux civilisations qui ont un petit peu disparu. Il y a notamment les Celtes d'Irlande, les Leucs gaulois, les Scythes, les guerriers vikings, l'île de Pâques, les Incas,
Je pense qu'il doit y avoir aussi l'Atlantide, notamment, je pense. Et il y a des petites inserts avec des petites images à l'intérieur. Vous voyez, là, vous avez une image. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je pense. J'avais vu l'autre jour, il y avait... Voilà, c'est ça. La statue de l'île de Pâques. Donc là, je vais essayer de sortir ça pour le découvrir. Je ne les ai pas sortis le mois dernier, donc je me dis que c'est peut-être le moment, j'aurai peut-être le temps. 2 autres graphiques, Shin Zero, le tome 1 et le tome 2. Vous avez vu, il y a un personnage qui est jaune. Donc ça fonctionne. Et il faut que je relise le tome 1 pour me faire le 2. J'ai très hâte aussi. Et pour finir, oui, parce que... Comme je vous le dis, je suis en vacances fin juillet, j'en ai déjà parlé plein de fois, je le redis ici, bon pour l'instant personne ne s'est manifesté, sinon je le dirai tout seul, c'est pas très grave, mais officiellement commencera sur tout le mois d'août, j'ai décidé que ce sera tout le mois d'août, la lecture de ce roman, Joyce Carol Oates, Blonde, donc, qui est une biographie sur Marilyn Monroe, qui a donné lieu à un film qui est sur Netflix, je crois. Ici c'est édité au livre de poche, c'est une belle bête, hein. Il fait 1100 pages. Je dis qu'officiellement il commence début août, moi je suis en vacances à cheval juillet-août, donc je commencerai fin juillet je pense, et je vais partir sur tout le mois d'août. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'au mois d'août, si je suis absent et que vous ne me voyez pas, c'est parce que je suis en train de dévorer ça et je lirai rien d'autre à côté. Donc on verra bien, je sais pas si j'apprécierai, si j'apprécierai pas, c'est en plusieurs parties. Il y a alors attendez, je compte pas le prologue, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 parties, donc ça ferait 5 semaines. Donc ça peut être pas mal. On verra, peut-être que je vais le bouffer, peut-être que je vais avoir du mal à avancer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le challenge de milieu d'année, dirons-nous. Et voilà pour cette petite pile à lire. Maintenant, je vais vous montrer, pour terminer cette vidéo qui est très longue, les derniers livres qui sont entrés dans la palle et également le book haul de Créteil en poche. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là dans les vidéos précédentes et qui viennent juste d'allumer cette vidéo, je répète juste qu'il y a eu le buzz autour de la fermeture, de l'annonce de la fermeture de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Et du coup, j'avais envie de lire certains titres de chez eux avant qu'ils ne disparaissent. Donc, je l'avais déjà reçu, je vous ai présenté dans un précédent haul. Et là, il y a les 2 derniers que j'avais commandés, je les ai enfin reçus. Il y en a un, c'est les 9, il y en a un, c'est de l'occasion. L'occasion, c'est celui-ci, c'est Voir Paris et mourir de Françoise Saja. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais la couverture est démente. Je la trouve absolument superbe. La couverture est de Charles Lambert. Je ne sais pas, cette fille est en colère, on ne sait pas pourquoi, mais elle n'est pas là pour rigoler. J'ai lu le résumé, hein, je vous rassure, mais je m'en souviens plus, donc je ne vais pas m'en souvenir. Le roman est assez court, hein, il fait 240 pages, mais j'ai très hâte de voir pourquoi cette demoiselle s'est levée du mauvais pied, dirons-nous. Et le deuxième, c'est celui-ci, Le Mage et le Malfrat de Arnaud Sarmian. Je l'ai pris parce que il paraît qu'il y a un ton décalé, un peu humoristique. Je sais pas si on est dans la fantasy ou dans le dark fantasy. Derrière, on est dans le dark fantasy. On nous dit un univers dark fantasy où l'humour a du sang sur les bottes et un sourire carnassier, savoureux. Je trouve la couverture très jolie. Bon, je vais vous lire le résumé. C'est un dialogue. J'espère que je vais pas être trop mauvais en vous le lisant. Tous les opposent, sauf le mal. Zoran veut son trône. Alphée veut du fric. Le reste n'est qu'une question de cadavre. Donc là, c'est un dialogue entre les deux. Cet énergumène au regard bovin que vous voyez là, c'est Alphée. Une brute que je paie pour me débarrasser des misérables va-nu-pieds qui m'ont volé mon trône. Et cette mauviette qui se la raconte, c'est Zoran, un mage de pacotille qui peut pas se torcher dans la soie sans récolter de nouveaux ennemis. Il n'a aucune grâce, mais pour ce qui est de tuer, je dois admettre qu'il est efficace. Il fait pitié, mais il en a dans le ciboulot et il m'a promis beaucoup d'oseille. Aussi, nous travaillons harmonieusement dans ce doux projet. Ouais, aucune raison que ça foire. Bon, je sais pas si vous aurez vu le ton entre les deux personnages que vous voyez. C'est vraiment un dialogue qui s'échange entre les deux. Mais voilà, ça a l'air d'être décalé, ça a l'air d'être sympa. Je lis pas beaucoup de fantaisie un petit peu humoristique, donc je me dis pourquoi pas. Il fait 350 pages, une fois de plus, on a des petits dessins. Et je pense qu'il y a, encore une fois, une en-tête de chapitre. Ouais. J'aime beaucoup la note d'intention avec la tête de mort, qui est très sympa. Et après, voilà, ça se présente comme ça. Bon, c'est un petit peu la même mise en page à chaque fois avec le Héron d'Argent, mais il a l'air très cool aussi. Sinon, j'avais, vous savez, j'avais commandé quelques trucs sur Rakuten et on a l'effet
cashback qui est mis en place. Donc du coup, j'avais un petit peu de sous, donc j'ai cherché un titre. Puis au final, je me suis rabattu sur celui-là. C'est vraiment acheter un livre pour acheter un livre. Mais j'ai pris God Killer de Anna Kanner. Vous savez, là, c'est édité chez Palm. À la base, c'est 2 Saxus. Alors j'aurais pu avoir les beaux reliés, mais je dis bon, c'est pas grave. Les 3 sont sortis en poche. Celui-là, c'est un Thomas. Audrey l'a lu, elle a beaucoup aimé. On met notamment en évidence un héros ou une héroïne, je crois, handicapé. Donc je trouve ça cool. Et celui-là, c'est de Thomas, ça s'appelle Les Dieux Déchus. Donc je sais pas trop de quoi ça parle. Mais voilà, on verra bien. Audrey avait beaucoup aimé, donc je lui fais confiance. Ce matin, j'ai été chercher Dan Dadan, le tome 23 que je vais lire assez vite de Yokinobu Tatsu chez Crunchyroll. Vous savez mon amour pour ce manga, donc ça va pas faire l'enfer. Et quand je suis allé aux Imaginales, il y a un titre qui m'avait tapé dans l'œil, notamment la couverture et le titre du roman. J'avais lu le résumé. Je trouvais que le résumé m'avait énormément intrigué, mais j'ai dit Laurent, sois raisonnable. Bon, je suis raisonnable qu'un jour pour sauter dessus après. Je l'ai trouvé d'occasion, donc un petit peu moins cher. C'est ce titre, La sorcière à la jambe d'os. J'aime beaucoup la couverture qui fait un peu ancienne. Me demandez pas pourquoi ce livre m'a attiré, ça va être peut-être une déception. Je crois que c'est un livre croate. Voilà, c'est de Zelimir Peris. Je vais vous lire le résumé. Et pas vraiment, oui, je peux vous lire le résumé, mais c'est vraiment comment est présenté le livre qui m'a beaucoup intrigué. Dans les montagnes sauvages de la Dalmatie, dans une région d'invasion et de brigands où se mêlent folklore, superstition et bouleversements politiques, Gila trace son propre chemin envers et contre tous. Sorcière pour certains, guérisseuse pour d'autres, elle défie les dogmes, l'injustice et les pouvoirs en place. Traquée, jugée mais jamais soumise, elle lutte pour s'affranchir du destin qu'on veut lui imposer. La sorcière à la jambe d'os est un livre hors norme, un roman picaresque qui prend tour à tour la forme d'un rapport d'inquisition, d'une déposition de police, d'une pièce de théâtre, d'une recette de cuisine, d'une critique musicale, d'un livre dont vous êtes le héros. Un magnifique portrait de femme, une œuvre entrelaçant humour et ironie, un hommage sensible aux luttes intemporelles pour la liberté et la dignité. C'est un roman qui a reçu le prix du meilleur roman croate. Voilà, un petit peu encore un roman qui vient de l'Est. Je sais plus, polonais, je vous avais montré la dernière fois que j'ai pas fini d'ailleurs. Quelqu'un derrière les murs. Mais là, je sais pas, vu comment c'est présenté, savoir que le livre est un petit peu polymorphe comme ça, qui va prendre différents aspects, ça me tente beaucoup. Et on nous dit au début, la sorcière à la jambe d'os, le dit de la sorcière Gila, tel que chanté à la Gule par Zelimir Peris. Je sais pas, ça m'intrigue beaucoup. Il y a une espèce de, pas post-scriptum, mais une note avant que le livre commence. C'est marqué: toutes les histoires racontées dans ce livre sont réelles. Seuls quelques noms, lieux et événements ont été changés pour la rime. Tous les sortilèges décrits dans ce livre sont de l'authentique magie et la plus grande prudence est recommandée au lecteur. Voilà, j'aime beaucoup déjà rien que le début. Au début déjà, regardez, c'est que du dialogue. Ensuite, ça change. Donc, il paraît qu'on va nous parler d'un personnage, mais elle ne parle jamais. C'est les gens autour, qui gravitent autour d'elle pendant l'histoire, qui vont la raconter. Et ça m'intéresse beaucoup. Par contre, il y avait un code barre là, parce que je l'ai pris chez Momox, et en fait, quand j'ai arraché le code barre, j'ai arraché un petit peu la couverture, qui est en papier. Je suis un peu dégoûté. Bon, il n'est pas si gros que ça, hein. Il fait que 730 pages, on s'attend à beaucoup plus. Mais très intriguant. Et pour finir sur les romans un petit peu originaux, j'ai vu un réel sur Instagram, alors je ne sais plus le nom de la bookstagrammeuse qui présentait des livres qu'elle disait originales. Elle avait présenté notamment La Maison des Feuilles que j'ai. Et là, elle présentait celui-ci qui s'appelle Le Bateau de Thésée, qui est écrit par Doug Dorst, qui a été édité chez Michel Lafon. J'en ai jamais entendu parler. On met en avant le nom de J.J. Abrams, bien évidemment, parce que J.J. Abrams est le créateur de Alias, de Lost, et également le réalisateur des derniers Star Trek qui sont passés au cinéma. Et ce livre a quelque chose d'assez particulier. Comment vous présentez ce livre? Donc le livre à l'intérieur d'un fourreau. Je vais d'abord vous lire l'histoire. Et je l'ai jamais lu. Donc je vais le lire et le découvrir avec vous. Et après vous verrez, il y a des petits trucs. Voilà. Il y a un petit autocollant là avec un singe. Et des trucs à l'intérieur qui sont assez intrigants. Une étudiante ramasse un livre égaré. À l'intérieur, une série de notes révèle un lecteur captivé. La jeune femme annote le livre à son tour, puis le repose à l'endroit où le lecteur inconnu l'a laissé. Ainsi commence un chassé-croisé qui va entraîner les deux étudiants, Eric et Jennifer, dans une aventure inouïe. L'auteur du roman est V.M. Straka, l'écrivain le plus énigmatique du XXe siècle. Il a fasciné des milliers de personnes avant de disparaître en 1946 sans que nul n'ait jamais découvert son identité. La clé de son mystère se trouve-t-elle dans son dernier ouvrage, Le Bateau de Thésée,
que les deux étudiants passent au crible. C'est l'histoire de S, un homme qui a perdu la mémoire et se retrouve embarqué de force sur un étrange bateau à l'équipage monstrueux, avec une seule idée en tête, survivre pour trouver qui il est. Eric et Jennifer sont prêts à tous les sacrifices pour lever le voile sur cet écrivain de génie. Ils ne sont pas les seuls. Préparez-vous à l'imaginable. Voilà, ça donne fortement envie. Donc le livre se présente comme ceci. Alors c'est un livre qui coûte à la page, je crois, 25 €. Moi, pour ne pas vous cacher que ça, j'ai dû payer 40. Mais bon, je trouve que ça va, c'est un livre qui est un petit peu rare. Déjà, il fait très vieux. Je pense qu'il y a tout un travail d'édition qui a été fait. Et vous voyez, il y a ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de goodies à l'intérieur. Notamment là, vous avez au milieu du livre une carte postale. Et le livre va... Donc tous ces goodies, je pense, viennent apporter des éléments sur la narration. Ici, vous avez une photo. Il y a beaucoup de cartes. Il y a également des documents, comme là, vous avez des notes. Et également la façon dont est... voilà, regardez, vous arrivez déjà là, exemplaire pour prêt. Donc il y a vraiment toute une immersion qui peut se faire. Et vous voyez, il y a vraiment des notes dans le livre. Il y a même le tampon de la bibliothèque. Je trouve ça assez fascinant. Je ne l'ai pas vraiment feuilleté, hein. Je voulais juste vous montrer. Voilà, vous avez le texte et autour vous avez plein d'annotations, donc du coup d'Eric ou de Jennifer, les deux protagonistes du récit. Donc il y a un peu l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Donc il y a Eric et Jennifer qui cherchent à savoir qui est l'auteur de ce livre. Et derrière, il a écrit un titre, voilà. Vous voyez un petit peu la mise en abîme. Donc, je sais pas. Il y a même une serviette en papier où il y a un truc qui a été dessiné, mais c'est une vraie serviette en papier. Je trouve ça affolant. J'ai demandé à la personne qui m'a dit que c'était vraiment un livre qu'elle n'avait pas lu, qu'elle avait juste ouvert. Par contre, je lui ai demandé pourquoi il y avait ça en plein milieu à la fin, et elle ne m'a pas répondu. Je sais que quand elle a fait les photos sur Vinted, elle a mis un peu en avant les objets, ce qui est normal. Mais je ne sais pas du coup s'il avait un endroit stratégique dans le roman ou pas. Donc je ne pense pas, parce qu'il y a des trous là, donc je pense que ça vient de là. Et même à la fin, regardez. Les gens qui ont emprunté le livre, il y a les dates et tout. Donc je sais pas, c'est un livre qui me rend curieux. J'ai honnêtement été voir les avis, il y a des avis très bons, il y a des avis très mauvais. Je ne sais pas si c'est un récit qui apporte toutes les réponses à ces questions, ou si qui veut laisser le lecteur se faire la part de vérité derrière le mystère qui est laissé planer, je ne sais pas. Ouais. Elle est bizarre ma phrase, non? Il y a un mystère qui doit planer, je ne sais pas si l'auteur apporte des réponses à tout ça, ou si c'est au lecteur de se les faire lui-même. Voilà, c'est plus français. Donc voilà pour les derniers arrivages de ma pile à lire. Encore une fois, hein, j'ai pas été raisonnable, hein, vous avez l'habitude. Et du coup, pour Créteil en poche. Bon, Créteil en poche, j'ai été raisonnable, je trouve, pour ma part. En plus, je suis arrivé à Créteil en poche, une partie de la matinée, j'ai rien acheté et j'ai commencé à me dire, Laurent, t'as des problèmes. Mais j'ai fini par C. Donc je vais les prendre dans l'ordre que je les ai pris sur le salon. J'ai d'abord pris 2 livres à Esther Hervy. Donc celui-ci, c'est un livre de true crime où il y a 20 affaires qui ont défrayé la chronique. Bon, je pense qu'il y en a que je connais peut-être déjà, mais j'ai très envie de m'y plonger. Et le deuxième, on revient sur une affaire en particulier, c'est l'affaire Chris Watts. La préface est de Jacques Pradel. Je ne sais pas si vous avez entendu, donc là ça s'appelle Dadino. C'est chez Lithos, dans la collection Documents. Je ne sais pas si vous avez celui-ci aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, mais absolument atroce. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et du coup, là, l'autrice va vraiment revenir en détail sur cette affaire qui s'est passée en 2018. Et qui, voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Il y en avait un autre aussi sur Ted Bundy, mais je ne l'ai pas pris, je ne pouvais pas tout prendre. Et il y avait également un livre sur les affaires, les faits divers qui sont à l'origine de certains films. Mais j'en ai déjà un, je ne sais pas s'il est là, dans ce style, donc j'ai pas voulu en racheter un deuxième. Et je pouvais pas tout prendre de toute façon. Ensuite, j'ai rencontré, je connaissais pas du tout cet auteur, c'est Grégoire Godineau, ici édité chez HarperCollins Poche. À la base, ces ouvrages sont édités aux éditions du Gros Caillou, que j'ai jamais lu d'ailleurs, donc ce sera l'occasion. C'est Ainsi résonne l'oubli. Et Gérard Collard a... Bon, je ne suis pas Gérard Collard, mais c'est parce que je me suis abonné du coup à l'Insta de l'auteur, et j'ai vu que Gérard Collard faisait vraiment beaucoup d'éloges sur cet auteur. D'ailleurs, auteur extrêmement sympathique. Très souriant, très avenant, franchement c'était quelqu'un d'assez lumineux. Et j'étais avec Audrey, et il nous a un peu expliqué ses romans. Alors à la base il en avait 3, mais quand on est arrivé le dimanche il en avait plus que 2. Et là il a vraiment écrit un polar autour de l'idée des faux souvenirs, et que notre mémoire peut aussi nous tromper. Et ouais, ça donnait vraiment, vraiment envie. Donc
Là, on nous dit, Gérard Collard dit, il y a des polars qui décoiffent et celui-ci m'a franchement laissé KO. Et derrière, il y a la librairie Forum qui nous dit, un thriller qui se dévore, l'écriture est fluide, la construction est machiavélique, un final qui laisse sans voix. Donc, j'avoue que ça me rend curieux, il faut que je lise plus de thrillers. Ensuite, j'ai discuté le midi avec Audrey et une copine d'Audrey et Céline. Et elles ont parlé à un moment de Clarisse Sabar. Parce que moi, en fait, quand j'ai rejoint les filles, Audrey était en train de se faire dédicacer un livre par l'autrice. L'autrice était présente que le matin. C'est pour ça que le livre que je vais vous présenter, il n'a pas de dédicace, que j'y suis retourné l'après-midi. Et moi, j'étais persuadé que l'autrice Clarisse Sabar écrivait de la romance. Et Audrey me dit, non, elle écrit des sagas, Laurent. Si toi, t'aimes les sagas, mais fonce. Donc du coup, j'ai demandé un petit peu l'avis de Céline et Audrey. Bon, j'étais pas sauvé parce qu'elles n'avaient pas du tout les mêmes avis sur les livres. Donc au final, je me suis décidé sur un. J'aime pas la couverture. C'est l'histoire qui intéresse, c'est pas la couverture. J'ai pris Un air d'éternité, donc ici chez Pocket. Je n'ai pas lu le résumé. Mais voilà, Audrey, elle aime beaucoup cette autrice. Elle m'a dit qu'elle embarque à chaque fois, que c'est vraiment sympa. Donc je testerai et je verrai si j'appréciais, je vais passer au-delà de mes a priori, du coup, en croyant que c'était une autrice de romance. Et le dernier titre que j'ai pris, pareil, c'est Audrey qui l'a vu. Moi, je n'avais pas vu sur le coup. Et au final, j'ai dit, mais il me le faut. C'est un livre que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est La revanche de Arttu Tuominen. Donc, c'est chez Point. Je l'avais présenté à l'époque où je faisais mes vidéos sur mes achats. Vous savez, les nouveautés qui sortaient. Donc je l'ai pris. L'auteur est finlandais, donc il m'a fait une petite dédicace en finnois qui me dit, pour Laurent, Mukavia Luku et Kia. Voilà, ça veut dire meilleure lecture. Oui, je parle. Je crois que c'est. Je vous souhaite une bonne lecture ou un truc comme ça, me semble-t-il. Non, mais j'ai regardé sur Google Trad, je parle pas finnois. Mais voilà, ça avait l'air d'être très cool. Audrey, moi, j'ai pas vu beaucoup d'avis, ouais, pas beaucoup. Audrey a vu énormément de très bons avis sur ce titre. Alors, faut savoir que c'est une saga, que celui-ci est le tome 2. Mais on a demandé à l'auteur, avec notre anglais flingué au sol, si on était obligé de commencer par le premier. Il a dit non. Je crois actuellement, il y a 3 titres de sortie sur cette saga, je pense. On suit juste le même enquêteur, je pense. Le premier, je crois que c'est Le Serment. Parce que Céline a pris le premier et nous, on a pris le deuxième avec Audrey. Donc voilà, ça a l'air d'être cool aussi. On est sur une histoire où il y a une boîte de nuit LGBT qui est touchée par une explosion, il y a un attentat qui se fait, et en fait, il va y avoir une enquête qui est menée, mais en fait, il y a l'inspecteur qui est chargé de l'enquête, qui lui était présent, il est reparti avec un homme ce soir-là, et il veut pas qu'on sache qu'il est homosexuel, donc il faut qu'il mène l'enquête sans jamais se trahir lui, et trahir sa vie privée. Donc voilà, on nous dit à la fin, donc l'inspecteur s'appelle Oxman, on nous dit qu'il se retrouve déchiré entre sa vie intime qu'il a toujours su préserver et son sens du devoir. Voilà, ça, il a quitté les lieux, oui, on se doute quelques temps avant, parce que s'il les avait pas quittés, il aurait explosé avec les autres. Donc voilà, ça fait vraiment longtemps que je vais le lire, donc il faut vraiment que je lise des thrillers. Donc vous voyez, Créteil en poche, 5 titres, il n'y a que celui-là qui est, voilà, c'est du contemporain, mais historique. Saga. Les autres, c'est quand même du thriller. Donc, c'est pas le tout d'en acheter, parce que j'ai acheté des titres l'année dernière à Créteil en poche, je n'ai encore rien lu. Et arrivé à la caisse, il nous donnait un livre. Je ne sais pas si c'est un signe, il y avait plusieurs titres proposés, mais j'ai choisi celui-là, c'est Joyce Carol Oates. Je dois lire en Marilyn, vous savez, blonde. Donc, j'ai pris Fille noire, fille blanche. On va nous parler de racisme. On suit 2 filles qui s'appellent Jenna et Minette, qui partagent une chambre sur le campus. Et voilà, il y a des menaces racistes qui commencent à monter où ils sont. Et il y a une sorte d'amitié qui va les lier. Et nous sommes sœurs, nous pourrions être sœurs. Donc je pense que ça va jouer là-dessus. Je vous avoue que cette autrice que je n'ai pas encore découvert m'intrigue beaucoup. Donc j'étais très content d'avoir celui-là qui m'était offert. Pas comme si j'en avais déjà plein à la baraque, mais bon. Et l'autre petit cadeau qu'on nous a offert, c'est un petit jeu. C'est un mini codename. Je trouve ça trop rigolo. Donc j'ai déjà joué au codename une paire de fois, c'est vraiment sympa. Bon, faut jouer avec des gens avec qui vous partagez le même cerveau, parce que moi, si je joue avec des gens qui n'ont pas du tout la même pensée que moi, ça peut être très dur pour jouer. Mais c'est vraiment, si vous avez jamais essayé, que vous avez l'occasion, essayez le codename, c'est très cool. Bref, voilà, j'avais dit pas longtemps, ça fait 1 heure que je vous parle. Je crois que j'ai fait le tour. Attendez, je vérifie. Oui, je vous ai tout dit. Il n'y a rien de plus. Oui, effectivement. Et du coup, ma lecture en cours, voilà, pour terminer cette vidéo, c'est Brûle les falaises. Je sais, on est déjà au mois de juillet, c'est un livre du mois de juin, mais j'ai très envie de le lire. On est sur une saga familiale avec une enquête. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, je crois que c'est
Je préfère rien dire, je ne sais plus. Donc je préfère me taire. Et j'ai lu une page. Donc on n'est pas rendu. Donc je verrai bien. Donc ouais, je commence déjà un livre de juin sur juillet. Donc la pale qui est là, t'es bien que je dirai pas tout. Mais on verra comment ça se goupille. Mais celui-là me fait fort envie. D'ailleurs, j'y vais de suite pour en relire un peu. Enfin, je dis ça, je vais peut-être aller manger parce que je pense qu'au moment où je vous parle, il doit être 7h déjà. Bref, je vous laisse ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous partager votre meilleure lecture de juin, parce que vous la partagez à moi, mais aussi aux gens qui lisent les commentaires, il n'y a pas que moi. Et n'hésitez pas à me dire si c'est quoi votre petit programme lecture pour cet été. Je suis curieux. Sur ce, je vous laisse ici, je vous remercie de me suivre et je vous dis à plus tard. Salut.